La clé, c'est être obsédé, c'est le maillon commun, donc il y a pas de secret. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est de toujours continuellement être obsédé. Aujourd'hui, les gens, ils se balancent dans le trail, ils ont direct envie de courir sans bornes parce qu'ils voient que tout le monde court sans bornes. Alors qu'en fait, non, je dis pas que ma philosophie est celle qu'il faut suivre forcément. Moi, elle marche sur moi et je voudrais pas la changer et j'accepterai pas qu'elle change. Ouais, l'instant présent, c'est une des choses les plus difficiles au monde. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Quand tu penses à des choses et ça C'est-à-dire de ne jamais voir le kilomètre d'après ou le mètre d'après, de toujours, toujours regarder ses pieds et d'être dans l'instant présent. Souvent, je dis aux gens: «Essayez pas de copier les techniques de certains, juste faites votre propre expérience, c'est que comme ça que tu apprends». Mais je pense qu'il faut voir les choses comme un jeu, hein. C'est comme ça que tu t'amuses et que tu prends les choses pas trop au sérieux non plus. Salut à tous et bienvenue dans Intelligence humaine. Je prends énormément de plaisir à recevoir à mon micro des experts, des intellectuels, des artistes, des sportifs pour devenir meilleurs dans une compétence qu'on ne nous enseigne pas forcément à l'école et qui pourtant est essentielle pour survivre dans un monde qui est en transformation permanente. Dans cet épisode, j'ai reçu Antoine Clément. Antoine est ultra-trailer et au moment de l'enregistrement, il venait d'inscrire un nouveau record sur la traversée du GR10 dans les Pyrénées. J'ai voulu interviewer Antoine parce qu'il se lance des défis qui sont complètement fous, et mentalement, il est monstrueux. J'ai exploré dans notre discussion la résilience mentale. Qu'est-ce qui se passe quand ça devient vraiment difficile? Qu'est-ce qui se passe quand le corps lâche au point d'avoir des hallucinations? Comment est-ce qu'on tient à ce moment-là? Ce qui m'a marqué avec Antoine, c'est sa détermination, la clarté de son ambition, la clarté de ses objectifs, son obsession pour la Barclays, cette course mythique aux États-Unis. J'ai adoré enregistrer chez lui dans son cocon, à Annecy. En l'invitant, je voulais surtout un énorme shoot d'inspiration et des clés pour être meilleur mentalement. Je crois qu'on a réussi à mettre un petit peu de tout ça dans cet, épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode d'Intelligence humaine, je vous encourage vivement à aller écouter l'intro du podcast. Elle vous permettra de mieux comprendre le cadre que je fixe pour ces discussions. Comme d'habitude, vous avez toutes les références mentionnées dans l'épisode, de créateurs, de livres, de films, de documentaires. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Intelligence humaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Clément. Tu es ultra trailer. Bonjour Thomas. C'est génial de te recevoir dans ce podcast parce que j'ai des invités qui sont ultra divers et variés, à la fois dans les personnalités et aussi dans les expertises, mais j'ai jamais encore eu de sportif et encore moins d'ultra trailer. Et en plus, tu viens de réaliser un exploit en inscrivant un nouveau record sur la traversée du GR10. Donc félicitations. Merci Tu beaucoup. as fait le GR10 en 11 jours, 13 heures et 10 minutes. Donc évidemment, on va parler de ça à un moment donné. On va aussi, parler de ton parcours, mais je vais aussi explorer avec toi, bah, ta philosophie de vie et surtout la compétence clé que je veux décortiquer avec toi aujourd'hui qui est la résilience, mentale. Ça te va? Top, nickel. OK, En tout cas, je suis trop très cool. content d'être là. Bah, écoute, pour commencer peut-être, j'aimerais que tu nous expliques, comment on devient ultra trailer. En tout cas, ça a été quoi ton évolution? En préparant ce podcast, j'ai vu que tu avais fait plein de choses avant. Tu as fait de la MMA, tu as fait de la muscu, donc c'est quoi ton tu as fait de la finance aussi, tu me disais tout à l'heure, donc comment on chemine pour arriver à faire de l'ultra trail? Alors, c'est un long parcours effectivement avant d'arriver jusque-là. Faut savoir que moi j'ai commencé la course à pied à l'âge de 9 ans, donc grâce à mon frère. J'ai eu aussi un environnement assez, difficile dans le sens où, mon père, voilà, il était assez brut aussi parce qu'il a fait, du sport à bon niveau. Mon grand frère a fait l'armée, donc chez moi, le sport c'était quelque chose un peu d'obligatoire. Donc petit à petit, j'ai fait mon petit bout de chemin, jusqu'à arriver au sport de combat. J'ai fait aussi du foot avant, mais, moi ce que je voulais c'était aussi m'affirmer parce que j'étais quelqu'un de assez petit, assez maigrichon et du coup, pour prendre un peu d'assurance dans la vie, il fallait, se muscler, faire des sports de combat. Donc c'est le sport vers lequel je me suis tourné, mais j'ai toujours gardé un peu de place, sur la course à pied parce que pour moi, c'était un moyen de me libérer un peu dans mon quotidien et c'était un sport que, voilà, j'ai affectionné tout particulièrement et puis, j'ai fait du MMA, de la boxe thaï et cetera et à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un ami à l'université qui s'appelle, Yann Guterman et qui m'a fait découvrir l'ultra trail, notamment, en me faisant des 1re sortie avec Yann, direct 60 kilomètres ou il t'a 40 bornes, ouais, 40 bornes, j'avais jamais couru plus de 10 bornes. Je courais quand même à un certain niveau, j'avais fait les championnats de France de cross, donc j'étais quand même familier à tout ça. Mais par contre, c'est vrai que ça avait rien à voir avec ce que lui m'avait infligé. Donc et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me renseigner un peu plus sur l'ultra trail.
voilà, qu'est-ce qui pouvait se faire, quelles étaient les courses les plus difficiles du monde et c'est vrai que j'ai toujours eu cette a tout de suite cette appétence, pour le la chose la plus difficile et donc j'ai cherché un peu 2-3 trucs à gauche et puis un peu de temps est passé. Puis je suis tombé sur un reportage, qui s'appelle, «La Barclay sans pitié» sur Facebook. C'était en mars 2018, je crois et je suis tombé dessus et là, j'ai dit: «OK, là, je vais faire cette course et ça sera, la vocation, quoi». C'était comme si, Dieu m'avait choisi, m'avait dit: «Ça va être le ton chemin de vie, ça va être d'aller vers cette course» OK. et du coup, bah, après des années se sont, enfilées, enfin, c'est effilé pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'ai fait plein de choses, mais voilà un peu comment ça s'est fait pour rentrer dans le monde de Ouais. l'ultra trail. OK, et tu peux expliquer peut-être ce que c'est la Barclay? Moi je vois ce que c'est, mais pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas? Alors la Barclay, c'est une énigme, on appelle comme ça, c'est considéré, par le grand public, par la course la plus difficile du monde. C'est une course dans le Tennessee, très mystérieuse parce que le processus d'inscription est secret. Il y a que 40 personnes qui sont sélectionnées chaque année et il y a eu que 20 finishers dans toute l'histoire de la Barclay depuis 1986 et faut savoir que c'est une course qui consiste à faire 5 boucles, de 40 kilomètres dans une forêt où tout se ressemble et tu as pas de balisage. Tu dois, trouver des pages de livres qui correspondent à ton numéro de dossard qui va changer toutes les boucles et donc voilà, donc c'est un vrai exploit d'arriver jusqu'au bout. Un autre exploit aussi de participer à cette course et voilà, moi j'en ai fait un peu l'objectif de ma vie, mais au-delà d'être un objectif, pour moi, c'est aussi une ligne de vie. Ça m'a permis de pouvoir faire plein de rencontres, de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a permis d'avoir la mentalité que j'ai aujourd'hui, donc la Barclay, c'est bien plus pour moi qu'une course, c'est une philosophie. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est du coup, tu as un plan assez précis pour te dire: «Toutes mes étapes, tous mes défis, c'est des choses qui me préparent, jusqu'à ma première tentative», en Alors, effectivement, quand j'ai voulu m'inscrire à la Barclay, je savais que ça allait pas se faire tout de suite, donc j'ai dessiné une espèce de feuille de route pour savoir jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce que je devais faire pour arriver jusqu'à cet objectif-là de la Barclay et donc il y a eu plein d'objectifs que donc j'ai toujours rêvé de faire et donc j'en ai certains que j'ai pu déjà réaliser parce que je voulais être le plus près possible et pouvoir me dire que le jour où je me pointerais à la Barclay, potentiellement, je pouvais finir. En tout cas, Mmh. j'aurais les armes pour aller au bout. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans plein d'objectifs. Après, mon amour pour l'ultra trail est venu aussi, bah, de fil en aiguille et donc maintenant je ne suis pas que, focus sur la Barclay, j'ai aussi Mmh. d'autres projets qui me font autant rêver et pour lesquels j'ai autant d'admiration. Mais comme par exemple quand j'ai fait la traversée des États-Unis, j'avais mis au même piédestal que la Barclay et donc voilà. OK, et ouais, c'est vrai que la Barclay, moi, j'avais vu ce fameux documentaire de L'Équipe, je crois, il me semble, où Ouais, c'était ouais, c'est celui-là. il y en a plusieurs, ouais. Ouais, et avec ce gars qui l'organise, qui est un espèce de Furieux, ouais. ouais, qui est, ouais, avec sa grosse barbe, assez mystérieux, qui fume la pipe et tout, qui a rien à voir du tout avec le monde de la course. Rien à voir. Donc ouais, Bah, beaucoup de gens le disent ça, mais au final, c'est un mec qui est passionné de course, ouais, depuis des années. Il a créé plein de courses en OK. États-Unis, Volstate, Backyard, Struggling Gym. Il a créé plein de courses et c'est quelqu'un qui est vu un peu comme un espèce de messie dans le monde du running Mmh. aux États-Unis. Donc, il est quand même connu Ouais. pour ça quand même. OK, OK. Hem, Pourquoi tu cours? C'est une bonne question. Mmh. On se pose souvent cette question. Beaucoup de gens se posent cette question et c'est d'ailleurs des questions que je pose souvent, quand je coach des athlètes. Je leur dis: Quel est ton why? Quel est ton pourquoi?» Mmh. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu cours? Moi, j'en ai plusieurs, parce que d'en dire une, ça serait te mentir. Je vais en placer une qui est super importante pour moi, c'est que moi, je vois la vie de manière, comme un jeu vidéo, en fait et où je suis un peu mon propre héros et je dois arriver à des espèces de boss et la course à pied, pour moi, c'est un super moyen de jouer un peu. Je OK. joue à ça, j'essaie de passer des étapes et d'arriver jusqu'à mon final boss qui est un peu la Barclay. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Deuxièmement aussi, ce que j'adore et c'est pour ça que je fais aussi pas mal de courses d'aventure, c'est que voilà, j'ai un rythme de vie qui est assez strict, avec le sport, la nutrition, voilà, le boulot et cetera et j'aime bien complètement casser cette routine avec, la course à pied et bouffer n'importe quoi, courir sans se poser de questions, dormir je ne sais pas où. C'est quelque chose que j'adore parce que ça me permet de casser la routine et deuxièmement parce que, je me sens beaucoup plus vivant aussi, parce que tu reviens avec tes instincts primaires comme, la fatigue, Mmh. la souffrance, toutes ces choses-là et puis j'en ai encore d'autres comme, par exemple aussi le fait de vraiment aller explorer à l'intérieur de soi et ce qui est dingue, c'est que plus on avance dans des aventures et plus on s'explore. Enfin moi, par exemple, si je reviens quand j'avais 18 ans, je suis pas du tout le même que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à faire un quin avec, la souffrance, la fatigue Mmh. et c'est juste fou de voir tout le chemin, qui s'est déroulé depuis, mais parce qu'il y a eu, peut-être 30 000 kilomètres de courus depuis Ouais, donc c'est sûr que ça aide. excellent. Est-ce que parce que donc tu as cet objectif de la Barclays qui est j'ai l'impression que tu as commencé comme ça.
et puis tu as commencé à organiser des choses en fonction de ça. Puis après tu as commencé à courir, à beaucoup courir, à faire des défis, on va y revenir dans une seconde, qui sont assez fous. Heu, j'ai l'impression que maintenant tu as quand même ton objectif de la Barclays, c'est ce que tu disais, tu as une philosophie de vie qui s'est construite autour de la course finalement. Est-ce que tu peux peut-être, extrapoler là-dessus, est-ce que tu as une vision de ta vie idéale, à quoi elle ressemble au-delà de la Barclays, tu vois? Et ouais, c'est quoi ta philosophie de vie qui découle de ça? Bah, écoute, c'est assez simple, quand on veut se pointer à la Barclay, il faut en être obsédé. Donc il faut faire des choses et mettre tout en place pour arriver à cette course, sinon tu n'y arriveras pas. C'est comme dans la vie. Mmh. Donc tout le maillon commun entre tous les gens qui ont fini la course, c'est que c'est des gens obsédés. Il y en a qui ont vendu leur baraque pour s'entraîner comme des malades. D'autres, bref, se sont entraînés dans des cages d'escalier pendant des heures. C'est le secret, c'est la clé, c'est être obsédé, c'est le maillon commun, donc il y a pas de secret. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est de toujours continuellement être obsédé. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, même si j'ai des choses qui vont intervertir dans ma vie, par exemple, je sais pas, en ce moment, par exemple, là, on tourne au mois d'août, ma vie, elle est un peu plus, ma vie sociale est un peu plus, mince, épanouie dans le sens où, bah, forcément, je suis en coupure après le GR10, donc je fais pou bien la fête et cetera. Mais dans ma tête, je sais qu'il y a la Barclay et que je dois la faire un jour, donc ça va durer qu'un temps et à un moment, je vais fermer la porte et je vais dire: «Ah donc salut les gars, on se revoit dans un an, quoi». Parce que c'est comme ça que je fonctionne et moi, j'essaie de toujours revenir sur le chemin. Donc des fois, je vais m'écarter un peu, je vais aller faire un sommet, tu vois? Un sommet et puis hop, je vais revenir sur le chemin droit et revenir vers la Barclay. Parce que le sommet de la Barclay est encore, il peut être encore très loin. Donc ça, c'est hyper important pour moi et sur ce chemin, bah, du coup, l'important, c'est toujours de garder une ligne de conduite avec, de l'inconfort, heu, ne pas trop s'endormir sur ses lauriers, et moi, j'ai une philosophie que mon associé, parle souvent, ça s'appelle d'être dos au mur, de se mettre volontairement dos au mur dans sa vie pour justement aller chercher l'inconfort, aller chercher les choses pour vraiment, voilà, se challenger. Mmh. Donc c'est super important pour moi de ça et c'est toute cette philosophie-là qui va découler, et c'est la philosophie que j'embrase et que je dévoile un peu au grand public quand je parle, même à mes athlètes. C'est vraiment, voilà, allez chercher l'inconfort, et vous contentez pas du minimum, allez chercher plus haut et de toute façon, on est un enfin, l'être humain, il est incroyable. Le corps humain est incroyable et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut aller faire avec notre tête. Donc je pense que c'est important. Mais il faut pas brûler les étapes. Enfin, je veux dire, je suis pas Kylian Jornet non plus, mais depuis l'âge de 18 ans et ça fait quasiment 7 ans que je fais du trail. C'est un plan de 7 ans et c peut-être la Barclay, ce sera dans 3 ans peut-être ou dans 2 ans ou dans 1 an. Donc c'est un plan quasiment sur 7, 10 ans et il s'est passé des choses entre temps, mais j'ai appris à faire petit à petit les choses, à bien séquencer les choses. Mais parce que si le monde du trail n'est pas ce qu'il était, il y a quelques années. Aujourd'hui, il est super médiatisé et tout. À l'époque, c'était quand même rien à voir, donc c'était différent parce que tu avais pas la pression sociale. Aujourd'hui, les gens, ils se balancent dans le trail, ils ont direct envie de courir sans bornes parce qu'ils voient que tout le monde court sans bornes. Alors qu'en fait, non, tout le monde court pas sans bornes. C'est juste deux trois mecs que tu vois sur les réseaux qui sont régulièrement là. Mais voilà un peu, ouais, toute la philosophie, que j'apprécie. Et comment tu te mets dos au mur, toi, concrètement? Concrètement, c'est simple, c'est se mettre dans des situations volontairement difficiles. OK. Alors, par exemple, si je prends un exemple, c'est que moi, je vais aller foutre le matin en hiver dans un lac gelé. Ça, c'est se mettre volontairement difficile. T'as aucune pourquoi tu fais ça? Enfin, je veux dire, tu Mmh. sais, on me pose la question: «Pourquoi tu fais ça?» Ça sert à rien, on est d'accord. Il y a des mecs pseudo-scientifiques qui vont dire: «Oui, le froid, blablabli». Il y a des mecs sur LinkedIn qui vont dire: «Le froid, c'est déjà» mais en vrai de vrai, ça sert à que dalle. Mmh. Tu le fais parce que ça te met de l'inconfort. C'est pas parce que ça a des bien sûr, ça a du bien-être et tout, mais d'une manière physiologique, si tu le fais juste dans l'hiver, ça va pas te servir à grand chose. Par contre, si tu le fais, ça va t'aider de ouf d'un point de vue mental. Mmh. Courir la nuit, complètement con, ça va te perturber ton sommeil. Par contre, ça va t'aider d'un point de vue mental. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, c'est J'ai plein de choses comme ça qui vont faire qu'en fait, il faut aller vers des choses que moi, je vais vers des choses que j'aime pas. Aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, après c'est un débat comme un autre, hein, bien entendu, mais on va vraiment, être super confort. Tu sais, avec les enfants aujourd'hui, on est hyper en mode protecteur. En fait, non, l'enfant, s'il se casse la gueule et qu'il se fait mal au genou et qu'il saigne, tant mieux pour lui. Ça va lui apprendre à plein de choses après. Tandis que si tu es là à toujours le couver, bah, quand tu le laisses dans la jungle, de la vie, il est mort, quoi. Il va se faire bouffer, hein, parce qu'il y a des lions, des enfin, c'est con à dire, mais des gens plus ou moins comme moi qui, eux, enfin, moi, j'ai vécu avec des grands frères, on était dans les cabanes dans les bois, on se tapait avec des bouts de bois et tout. Ma mère, elle nous a dit: Faites ça, quoi, ça va vous forger». Aujourd'hui, les enfants, c'est plus ça. Donc bref, tout ça pour dire que je pense que c'est la meilleure manière de se mettre dans l'inconfort, c'est d'aller la chercher. Quand je me fais des petits, quand je me perds un peu dans le YouTube haul, ça peut m'arriver de temps en temps. J'arrive toujours sur un peu des discours un peu motivation et cetera. Il y en a un que j'adore particulièrement, c'était le discours
d'un ancien Navy Seals, pour, d'une remise de diplôme universitaire et il balançait les 10 commandements qu'il avait appris, OK. au chez les Navy Seals que tu pouvais transposer dans la vie. Je mettrai en description du podcast le lien, mais, et le premier de ces commandements-là, c'était: «Fais ton lit tous les matins», parce que c'est une petite action qui est un peu relou, mais que tu fais pour toi et du coup, c'est une bonne manière d'engranger un momentum Discipline. dans la journée et le froid, pour moi, c'est la version, x10 de ce truc-là, tu vois? C'est que tu vas te forcer à faire un truc qui est hyper inconfortable, que tu as pas envie de faire, tout ton corps crie pour pas le faire avant de te mettre dans le froid. Mais après, une fois que tu l'as fait, bah, tu as une victoire dans la journée qui va amener la suivante, qui va amener la suivante et c'est comme ça que tu maintiens ton momentum, quoi. Non, je suis totalement d'accord et après moi je dis pas que ma philosophie, c'est celle qu'il faut suivre forcément. Moi, elle marche sur moi et je voudrais pas la changer et j'accepterai pas qu'elle change parce que c'est ce que j'adore et c'est comme Mmh. ça que je suis heureux. Mais voilà, il faut savoir qu'aussi je suis très dur avec moi-même. Si je fais quelque chose qui sort un peu du lot, je peux me mépriser, tu vois? Ouais, que J'ai cette tu capacité dis à m'auto-mépriser, tu sais, à me dire: «Ah, tu es vraiment une merde là», tu vois? ouais, Tu as vraiment fait de la merde. Tu vois, par exemple, c'est con, mais si je me mets une cuite le dimanche et bah, tu sais, aujourd'hui, il y a ce discours à dire: «Oui, faut des fois, c'est bien de s'écarter pour avoir un équilibre». Moi, je suis en mode: «Ouais, je l'ai fait, c'était super cool, j'ai apprécié ce moment, mais par contre, tu es une merde, donc tu vas aller te remettre sur le droit chemin, quoi». Donc c'est important pour moi d'avoir cet équilibre entre, voilà, avoir conscience que c'est bien d'avoir des petits mmh, écarts, parce que sinon tu finis par devenir, fou, mais que ces écarts-là, faut quand même en avoir un peu de mépris sur ces ouais, choses-là et se dire: «OK, faut revenir, c'est pas ça la vie». ouais. La vie, c'est, bah, ce que tu as envie de Je faire. m'identifie tellement à ça. Tu vois, C'est important. j'ai vraiment le côté où même parfois ça peut m'arriver d'être en soirée et vraiment je m'en accorde très peu, tu vois? Surtout en ce moment où j'étais dans cette phase de reconversion. Et en fait, j'arrive même à culpabiliser pendant, tu vois? En me disant: «Mais tu devrais pas être là, tu devrais être en train de bosser» et cetera. C'est très dur de shut down le discours mental et de se dire, aussi c'est des trucs dont tu as besoin, en fait, pour souffler, tu vois? C'est ça que j'essaie de quand je remets le discours dans le bon sens, c'est en fait, là, tu es en train de souffler, tu te recharges, tu passes un bon moment, ça va te permettre de repartir plus fort et tout et après, en effet, quand c'est fini, faut Mais en fait, pour moi, les high je achievers, tu vois, c'est dur de vraiment réussir à ouais, à t'accorder des trucs, en fait, juste de te dire: «OK, non, je suis totalement d'accord. très Tu vois, moi, j'ai une vision très nietzschéenne de la vie, donc ouais». tu sais, c'est-à-dire un peu le surhomme et cetera et je pars du principe qu'on a tous, ben, moi, j'aime bien imaginer les choses illustrées. On a tous spawn sur une map, tu vois? On est tous là à spawn et en fait, on a des missions, des quêtes, des aventures et il faut aller les chercher, ces quêtes, ces aventures et il y a des gens, ils sont spawn et tu sais, ils font rien. Tu sais, c'est des PNJ, quoi. Ils tournent autour du pot, ils avancent jamais dans le jeu, tu vois? Et moi, je trouve ça horrible. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mépris pour ce genre, bah, pour ce type de personnes parce que la vie, elle est super courte, quoi. On a rien, on a un laps de temps entre 70 et 100 ans à peine et donc il faut l'utiliser ce temps-là et faire plein de choses, quoi et je me dis que si sur mon lit de mort, j'ai rien à raconter, bah, c'est triste, quoi. Ouais, ouais. Hem, c'est pour ça, du coup, j'imagine que tu te fixes un peu ces défis. Alors, j'ai eu un premier, tu vois, j'allais te poser la question: «Pourquoi tu te fixes tous ces défis-là?» Et donc là, j'ai une première réponse qui est, bah, je prépare la Barclays, mais tu vas chercher plein d'autres choses, en fait, à travers ces défis. Est-ce que tu peux rentrer un peu là-dedans, ce que tu trouves, en fait, à chaque défi? Est-ce que chaque défi, tu vas chercher quelque chose de différent en termes de barrière mentale, en termes de performance physique? Comment tu organises ça dans ta tête? Bah, c'est compliqué parce que maintenant que j'en ai un peu moins conscience, de ce que je vais chercher dans le sens où j'ai tellement vécu des trucs, hardcore d'un point de vue mental et tout, que maintenant je suis dans un espèce d'état de plénitude où en fait, je suis vraiment j'ai toujours dit ça d'ailleurs, c'est qu'en fait, je suis très fan de Karel Sabé qui est un coureur, belge qui a tous les records sur les projets de longue distance et lui, il disait que lui, il arrive à courir dans l'instant présent. Courir dans l'instant présent, c'est une des choses les plus difficiles au monde. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Quand tu cours, tu penses à des choses et ça te C'est-à-dire de ne jamais voir le kilomètre d'après ou le mètre d'après, de toujours, toujours regarder ses pieds et d'être dans l'instant présent. C'est super compliqué et moi, au début, je regardais je l'écoutais, je disais: «Mais c'est pas possible de faire ça». Les années sont passées et aujourd'hui, c'est ce que j'arrive plus ou moins à faire. Donc c'est ça qui est beau, c'est que je suis plus là à me dire dans la tête: «Putain, vas-y, il faut que je sois dans ma grotte de douleur» et tout trucs comme ça que je faisais à l'époque et aujourd'hui, j'ai cet état de plénitude. Mais si je veux revenir à ce que je faisais à ce comment j'étais avant, c'est que en fait, j'avais plein de techniques mentales pour justement surpasser cette souffrance. C'est-à-dire de, voilà, de séquencer les choses, parfois de penser à complètement autre chose dans la vie, qui sortait un peu du trail et cetera. Donc je pense que c'est important de faire un gros travail après, au quotidien, dans sa vie de tous les jours, avec la visualisation, moi je sais que je suis un gros consommateur de films de trail par exemple. Je peux regarder 60-50 fois le même film pour justement me motiver, m'auto-motiver et tout. Donc c'est des choses, voilà, je pense qu'il faut trouver un peu sa recette. Je pense qu'il y en a pas des magiques, hein, mmh, faut se trouver ce qui fonctionne. Moi, je sais que je suis un grand cinéphile, donc ça a toujours été un peu les inspirations, les films, les héros qui m'ont fait vibrer et qui m'aident aussi et même si j'atteins le
peut-être mes rêves, je continuerai à m'inspirer de certaines personnes. Je pense que c'est super important. Donc voilà, donc je pense que c'est hyper important. Mais je pense qu'il faut voir les choses comme un jeu, hein. C'est comme ça que tu t'amuses et que tu prends les choses pas trop au sérieux non plus. Et puis voilà, s'amuser aussi parce que le trail, c'est un sport magnifique, hein. On fait plein de choses, c'est aussi une grande aventure. Donc voilà, mais moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est vraiment ce côté, voilà, aventure, ce côté, voilà, passer des étapes, c'est pour ça que j'adore faire des courses à étapes sur plusieurs jours parce que je vois mon corps changer, ma tête, elle change aussi, le visage, il change, le poids, tu perds du poids. Moi, je trouve tout ça, c'est incroyable et ça, tu peux pas le retrouver dans un ultra, sur 24 ou 30 heures. Tu es obligé de faire plusieurs jours et c'est ce que j'adore. Ouais. Tu peux nous faire la liste de tes défis un peu? Alors j'en ai quelques-uns en tête, mais peut-être dans l'ordre, tout ce que tu as fait? Alors, le premier truc que j'ai fait alors attends, je vais réfléchir parce que faut pas que je dise de conneries. Le tout premier trail que j'ai fait, c'était un 40 kilomètres, donc ça, c'était le tout premier et j'avais fait, 4h15, un temps pourri, hein, pour ce temps OK. quand on a un bon niveau, c'est pas un temps de fou et j'avais genre 300 de D+. Ça, c'est le tout premier truc que j'ai fait, qui m'a baigné dans le trail. Après, il y a eu des choses qui se sont succédées. J'ai fait, bon, la Diagonale des Fous, traversé de la Réunion. J'ai traversé l'île de Madère aussi en courant. J'ai fait un GR en 3 jours. J'ai battu le record du Tour de Paris par le GR 75. J'ai battu le record des Voluy, qui est un sentier, dans les Alpes. J'ai fait, beaucoup de courses aussi, dans ma région où j'ai pu gagner, faire des podiums et tout. Donc ça, c'était un peu ça et puis après les 2 grosses perfs que je considère, un peu ultimes dans ma vie, c'était, la traversée des États-Unis, par le Pacific Crest Trail en partant du Mexique jusqu'au Canada. C'était un peu le rêve d'une vie et j'étais super content de le faire. Ça, on est à plusieurs milliers de kilomètres sur celui-là. 4 270, ouais, 4200, ouais, ouais. ça fait, beaucoup et Tu l'as puis fait les en combien de temps celui-là, du coup? 65 jours, et puis après, la dernière récemment, c'est la traversée des Pyrénées par le GR10. Ouais. Sans assistance, enfin en autosuffisance plutôt, c'est un peu important de distinguer les 2 et puis ouais, j'en ai fait pas mal d'autres mais c'est un peu les 2 principales que je considère un peu, ultimes, quoi. Et comment tu sélectionnes? Il y a une vraie recherche de quel est le prochain défi, Moi, j'ai une liste, ouais, tu avais un un peu des bloc-notes. trucs, en mode ça je vais adorer le faire, ça va être un kiff et Ouais, moi, je tu en suis tête? quelqu'un qui j'ai un bloc-notes avec des trucs, il m'en reste pas forcément beaucoup sur le bloc-notes, hein, j'ai pas forcément de beaucoup de rêves, mais voilà, ce sont des choses avec lesquelles j'ai au moins un lien. Ça peut être un lien, mais ridicule, hein. Par exemple, le Pacific Crest Trail, c'est un sentier qui me faisait rêver parce que j'avais l'impression que dans ma vie, il y avait des signes qui me rapportaient toujours à ce sentier. J'avais rencontré une américaine sur Paris qui habitait à côté du sentier. Il y a des films qui tombaient de temps en temps sur mon fil. Enfin bref, plein de choses comme ça. Du coup, je savais que il fallait que je le fasse un jour. Le GR10, c'est pareil. J'ai commencé le trail, dans le GR10. Mon père passait ses vacances sur le GR10. Enfin bref, c'est une affinition particulière. Là, par exemple, dans pas longtemps, je vais peut-être traverser l'Espagne. L'Espagne, c'est pareil, mes parents sont espagnols, et tout. Donc voilà, j'essaie toujours d'avoir une relation parce que je sais que si tu as un truc qui est fort avec le sentier ou avec le projet en question, tu pourras pas abandonner. Parce que la relation que tu as avec le truc sera plus fort que la raison pour laquelle tu as envie d'abandonner. OK. Et c'est le problème des gens, c'est que souvent les gens, ils se lancent dans un projet, mais ils ont aucune relation, ils ont pas créé de relation avec le sentier. Après, il y en a Un qui va attachement dire émotionnel quoi, en tout cas, ouais, quelque chose de bah, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Après, on fait ou fait pas, mais moi, en tout cas, j'aime bien avoir un attachement, ça, émotionnel avec la chose et comme ça, je suis impossible d'abandonner. Possible que je fasse pas le record ou pas, c'est non, ça, c'est d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue, de l'abandon et dans la tête, à part si, et encore parce que, tu vois, je me suis cassé la cheville, enfin, grosse entorse sur le GRD, j'ai pas lâché. Sur le Pacific Crest Trail, j'ai eu plein des quelques merdes aussi, mais quand tu es vraiment, amoureux de quelque chose, tu pas envie de lâcher. C'est comme dans la vie ou avec une femme, si tu es amoureux d'une personne, t'as pas envie d'abandonner, quoi. ouais. Ah, c'est hyper intéressant le côté attachement émotionnel, tu vois? J'avais pas du tout ça en tête. Ça fait partie de tes techniques, du coup mentales, pour tenir quand ça devient particulièrement dur. En tout cas, c'est un des trucs. Ouais, bah, tu vois, j'avais pas de mots là-dessus, mais je pense que c'est une vraie technique et que c'est pour ça que je regarde beaucoup de films, que parfois je regarde des choses que j'ai déjà visionnées plein de fois parce que ça me permet de continuer à m'attacher émotionnellement à ce genre de choses, quoi. OK. Si on vient sur, alors peut-être une dernière question qu'on a fait un peu la liste, mais sur tous ces défis-là, il y en a un qui t'a plus marqué que d'autres? Bah, le P-City, ça reste le sentier parce que c'est Plus long, plus dur? ouais, puis en fait, c'est il y a même pas de mots pour décrire le truc, quoi.
tu rencontres des gens de partout, tu as des paysages de partout, ça c'est juste dingue. Tu passes d'un désert à une zone où tu as 4 000 m d'altitude, à des forêts, boisées incroyables, à, des sentiers un peu, après escarpés de la montagne et tout, super sauvages que tu vois dans les films et tout. Juste Mmh. ça s'arrête jamais, quoi. Comme dit, le mec dans le film, il dit: «C'est it's never stop», c'est n'importe quoi, quoi. Tu en prends plein la vue C'est juste tu en tout le long. prends plein la vue tout le long, OK. tu t'ennuies jamais, quoi et ça, c'est juste, ouf. Qu'est-ce que tu vas chercher dans une, course longue sur plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours que tu retrouves pas sur un trail, tu vois, même un 100 kilomètres, Oh bah, et l'aventure. Ouais. Pour moi, quand je vais dans une course à performance, j'ai pas d'aventure. Parce que ça va trop vite. Mmh. J'ai pas le temps d'apprécier les choses. Quand je fais un 100 bornes en 10 heures, avec 4 000 de dénivelé, Mmh. j'ai pas le temps de voir j'ai pas le temps. Je suis là, je cours, quand je m'arrête à un ravito, ça dure 3 secondes. C'est pas du tout la même chose. Tu en as un où ça va être vraiment que de la perf pure et dure. Tu t'arrêtes jamais, c'est de la Formule 1, voilà, c'est simple. Tu en as un, c'est de la Formule 1 et l'autre, c'est un road trip. OK. Aussi simple que ça. Mais tu vas quand même chercher un record, c'est bon? Ouais, mais ça a rien à voir. Tu auras jamais la même intensité. Mmh. D'ailleurs, c'est complètement con si tu mets la même intensité. On l'a vu avec un mec qui a tenté le record du Tour de la France il y a pas longtemps, Duncan Perilla, qui lui, est routard de base. Il a voulu se lancer un peu en faisant une aventure justement sur plusieurs jours et il a fait le premier jour à 4,30 au kill et il a abandonné, enfin, il a abandonné après quelques jours, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que non, justement, dans une aventure, c'est plus tu es lent, mieux c'est. Parce que tu as 24 heures pour faire un certain nombre de kilomètres. Après, tu as un peu de temps pour dormir quand même. Mmh. Donc tu peux partir du principe que tu as, allez, 18 heures pour faire ton effort. Dans 18 heures, tu as largement le temps de faire pas mal de choses. Ouais. Donc c'est super important et donc tu as vraiment une différence entre une course de Formule 1 et on va dire un road trip un peu record, tu vois? Et OK. juste, enfin, tu demandes à n'importe qui, hein, je pense que la plupart des gens préfèrent prendre leur temps, faire un road trip. Clairement. Mais la Formule 1, c'est cool aussi parce que tu vas te défier face à des mecs, tu vas faire de la compétition et on est des humains, on a envie de se battre. Enfin, c'est depuis la nuit des temps, hein, les gladiateurs, les guerres, Contre d'autres alors que, en mode aventure, tu es plutôt contre tu es toi. face à toi-même. Ouais. Face à toi-même contre une marque, un chrono qui a été fait par quelqu'un d'autre. Mais tu l'as pas cette vision-là. Tu es pas là en mode: «Tiens, je vais défoncer ce mec et tout». Tu es plutôt en mode: «Non, on va aller chercher le meilleur de soi-même pour faire en bien mieux que le record actuel» et ça, c'est beau. Donc road trip, Formule 1 et après, il OK. faut choisir son truc, quoi. C'est quoi le ratio, course, marche quand tu fais ce genre de gros road trip? Ouah, c'est impossible de donner un descriptif parce que ça va beaucoup dépendre du projet que tu fais. Si c'est un projet qui est super roulant, c'est-à-dire où il y a peu de montagnes, comme le Pistity par exemple, il y a moi j'avais 1 900 m de dénivelé de moyenne par jour. C'est pas non plus incroyable quand tu fais, une aventure avec beaucoup de kilomètres et donc là, tu vas beaucoup courir. GR10, tu cours pas beaucoup non plus parce que déjà sur toutes les montées, tu peux pas les courir. Après tu essaies de courir sur le plat, sur la descente, mais si je devais faire un ratio, allez, heu, on va dire c'est au moins du 60 de marche et du 40 de course. OK. Ah ouais, OK. On peut mettre 70-30, 60-40, ça dépend des aventures. Ouais. Tu vas pas être non plus du 80-20, mais tu vas être sur du 60-40, 70-30 si tu fais un record, hein, bien sûr. OK. Hem, Si on parle un peu du GR10, je voudrais qu'on rentre un peu avec toi vraiment dans le concret là de l'aventure. Peut-être déjà sur la préparation, comment tu prépares, ce genre-là d'aventure? Est-ce que tu as une équipe? Tu vois? Est-ce que tu as un temps de prep ou est-ce que tu considères que tous tes défis d'avant c'était, tu vois, déjà ça fait partie de ta prep évidemment, mais tu vois, est-ce que tu Exactement. intensifies à un moment donné? Comment tu gères ça? Bah, déjà, toutes les expériences d'avant, ça m'a aidé. Donc ça, déjà, j'avais ce bagage, qui a été super important d'expérience. Après, quand tu as ce bagage d'expérience, il faut aller peaufiner les détails. Parce que c'est comme, si par exemple, je sais pas, je reprends l'exemple des jeux vidéo parce que j'adore les jeux vidéo. Tu es un soldat qui est niveau, je sais pas, 99. Tu as appris tout, tu as tout qui est bien et cetera, mais il faut aller chercher des petites compétences, et aller peaufiner ces compétences jusqu'au bout. Donc là, c'était le cas et du coup, j'ai cherché les compétences que j'avais qui étaient encore, perfectibles. Donc par exemple, je savais que j'étais un bon coureur, parce que le P-System me l'avait prouvé aussi et puis j'ai fait plein de courses et tout. Donc fallait que j'améliore ma capacité à randonner, parce que sur le Jardin, j'allais beaucoup randonner. Donc j'ai passé énormément de temps en montagne, cette année de janvier. J'ai passé tout l'hiver à courir, beaucoup, beaucoup de temps à randonner. Même si je marchais lentement, c'était hyper important de passer du temps en montagne. Premier point que j'ai du coup perfectionné au top du top Est-ce que ça, ce que tu viens de perfectionner là-dedans, c'est aussi ta connaissance de la montagne? Comment tu ouais, ça la montagne, ça va, on la connaît jamais parfaitement, mais c'était quelque chose que j'avais déjà parce que je faisais beaucoup de stages en montagne, j'ai passé beaucoup de temps en montagne.
Donc c'était plutôt non, le fait de passer son temps à marcher en montagne. C'est hyper important parce que ça a rien à voir avec le fait de courir. Parce que moi j'ai vécu à Paris, je courais 15-20 bornes par jour et tu c'est pas la même foulée, c'est plein de choses qui changent, donc faut changer ton profil de coureur. Tu vas passer d'un profil d'un mec qui court à un mec qui va plutôt marcher, randonner. Donc c'était super important pour moi d'essayer de faire ce gap-là. OK. D'ailleurs là, en ce moment, je suis en train de re-switcher du coup à la course. Course. Donc c'est hyper important, voilà, ces 2 trucs-là. Ensuite, il fallait que je perfectionne, ma capacité à la privation de sommeil parce que je suis quelqu'un qui dort beaucoup et sur le Jardy, je sais que j'allais pas beaucoup dormir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné, à être privé de sommeil, notamment sur tout le mois de juin. J'ai, fait pas mal de projets, des voyages, des aventures et j'étais vraiment privé de sommeil. Je dormais dans des zones, dans des endroits vraiment très inconfort et ça m'a beaucoup aidé. Tu Heu, rajouté du projet et de l'occupation en gros dans ta vie pour réduire ouais, ton temps de sommeil? C'est comme ça que et ouais, c'est ça. Comme ça, je savais que quand j'allais faire le Jardis, oui, parce que forcément si tu essayes de restreindre ton temps de sommeil, mais que tu as rien de prévu, j'imagine que c'est hyper non, faut pas, ouais, ça ça. sert à rien. Faut mettre ça et courir après, tu vois? Faire de la enfin, se mettre de l'auto-fatigue Ouais. et tout. Donc ça, c'est super important et puis aussi ma résistance un peu au froid, parce que je savais que sur le Jardy, je pouvais peut-être aller sur des sommets et peut-être avoir à cailler, tandis que sur le Jardy, sur le PCT, j'avais pas de problème de froid, il faisait super chaud. Donc du coup, là, fallait que je switch, je passe d'un mec qui avait supporté la chaleur à un mec qui supporte un peu le froid. Donc je me suis baigné tout l'hiver dans le lac. Et voilà, donc j'ai essayé d'optimiser toutes ces choses-là et puis un peu voilà comment je me suis préparé. Donc passer du temps en montagne et puis j'ai fait une micro-aventure en mai, sur le GR 51 dans le sud de la France, couru 230 kilomètres pour tester deux trois trucs comme l'allure, un peu de matos et puis comme ça me confirmait bien que j'étais prêt et puis après, voilà, faire de gros entraînements et Et connaissance du parcours, préparation du parcours, ça non, je fais jamais. Heu, tu suis la track, ouais, je le GR fais jamais parce que je veux pas, je veux me laisser porter par l'inconnu. C'est aussi un moyen pour moi de me mettre une carotte de motivation, c'est-à-dire de découvrir les choses. Et si tu prépares trop ta chose, tu vas en général, ça capote donc faut ouais. éviter de trop préparer. Peut-être aussi un moyen de pouvoir, courir dans le présent, ce que tu disais tout à l'heure et si tu as trop ton plan de jeu en tête, bah, en fait, tu es dans ton mental, tu es pas dans Exactement, ton corps. exactement, je suis totalement d'accord. OK, hyper intéressant. Tu as une équipe? Tu fais tout seul? Alors j'avais un coach mais j'ai plus de coach et sinon, ouais, je fais quasiment tout seul, hein. OK. Comment tu gères, le ravitaillement, la nourriture, sur 10 jours comme ça? Tu es en autosuffisance donc tu te ravitailles dans les villes, dans les endroits que tu trouves, mais en vrai, c'est relativement simple, hein. Tu Donc trouves tous les jours, sac à dos, il c'est suffit d'une application et puis tu vois ce qu'il y a dans les OK, prochaines villes et tout. ouais, En vrai, c'est pas non plus très compliqué, hein. Souvent, c'est une question OK. qu'on me pose, mais Parce que moi, c'est ouais, j'avais une vision où tu étais que dans la montagne, en fait, mais non, tu arrives quand même dans des petits villages, ouais, ouais, bah, oui. Bah, c'est pas oui, c'est pas tu es pas dans l'Amazonie, tu es en France, donc tu as des villages de ouais, petite pas montagne. comme la Berck's, quoi, sympa. Non, tu es pas comme la Barclay et encore sur la Barclay, si tu sors un peu, tu te peux trouver 2-3 villes, comme Petros et tout, Ouais, mais oui, c'est relativement, mal desservi, mais tu trouves au moins des trucs sur le GR10 tous les jours, ça, c'est certain. ouais, OK. Tous les jours ou tous les 2 jours. OK, donc ton eau, ta nourriture pour la journée L'eau, globalement. bah, tu en trouves dans la montagne. Ouais, Ça, c'est facile et tu en as partout, ça coule partout. La bouffe, c'est un peu différent, mais la bouffe, tu vas t'arrêtes dans une supérette, tu achètes et tu regardes il te reste combien de temps jusqu'au prochain point pour te ravitailler. S'il te reste un jour, tu prends un jour de bouffe, tu prends 2 jours, tu prends 2 jours de bouffe. ouais, Un calcul simple. Après, il faut se connaître, il faut savoir ce que tu aimes manger. En général, il faut fonctionner avec au moins un repas solide le soir et la journée, tu bouffes, ce que tu aimes, hein, des snacks, des conneries, OK. Oui, de ce toute qui passe, manière, quoi. pas trop à s'inquiéter des calories dans ce cas-là, en général. Non, non, ça te passe. De toute façon, Ouais, tu passes. te passe. C'est hyper OK. important, ouais. Trop cool et tu as des gens un peu au téléphone? Ouais. Ouais, 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 moi j'avais ma copine beaucoup sur le GR10 OK. et sur le PCT, j'avais personne. J'avais des messages, pareil, mais c'était assez enfin c'était je passais assez peu d'appels, mais après oui quand même, il y a toujours du soutien de manière générale sur ce genre d'aventure. Tu me À disais tout distance. à l'heure que tu arrivais à courir dans l'instant. Quand c'est pas le cas, est-ce que tu vagabondes dans ton esprit? Est-ce que tu te laisses aussi moi je sais que enfin, c'est marrant ce que tu dis parce que je pense que tu gères en mode sportif de haut niveau, d'une certaine manière, mais beaucoup de gens vont courir et vont marcher pour avoir ce côté, je vais dans ma tête, je fais des connexions que je fais pas autrement parce que du coup j'ai énormément d'espace mental, ce qui arrive assez peu dans nos vies, très occupées, pleines et cetera. Donc est-ce que ça t'arrive quand même? Si oui, à quoi tu penses en général? Est-ce que tu fais de l'introspection de ta vie ou, tu vois, est-ce que tu as ce genre de réflexion philosophique? Bah, moi, oui, je passe beaucoup de temps à introspecter sur ma vie, mais je fonctionne aussi beaucoup avec la musique. Ouais, Donc la musique, ça m'aide à me déconnecter. Je cours beaucoup avec musique.
Donc c'est quand même un cheat code pour moi et après, oui, forcément. Tu écoutes quoi? De la grosse techno? Tu écoutes Non, pas pas trop. trop ton style? J'écoute de tout, en vrai. J'écoute pas trop de son hardcore justement, ça a rien faut pas énerver l'esprit. OK, Plutôt le garder calme et des musiques plutôt chill, calmes et tout. intéressant. Donc j'écoute ça après, et puis après, tu as forcément des moments où tu vas déconnecter de l'instant présent et l'important c'est juste de pas paniquer et de trouver des moments, des moyens de se revenir aux choses essentielles, c'est-à-dire, faire des pauses, mettre de la musique, appeler un proche, prendre de l'inspiration sur les réseaux, enfin essayer de trouver des petites techniques comme ça qui vont te remettre sur le droit chemin. Mais c'est important parce que ça ca toujours, le plan il capote toujours, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E et tout ce que tu veux parce que le plan A, il capote toujours, hein. Ouais, Tu as dit que tu avais fait tant de kilomètres par jour, mais peut-être que tu vas faire moins, peut-être que tu vas faire plus. L'important c'est toujours de rester, confiant et surtout calme. Calme, c'est OK. hyper important. C'est quoi le plus dur à gérer? Voilà, pour le GR10, si on reste sur cette course-là, et c'était quoi le plus dur à gérer? Bah, l'accumulation de fatigue et de privation de sommeil qui te rend fou. La privation de sommeil, c'est terrible, c'est le pire un des pires trucs, je pense, parce que ça te tue l'esprit, quoi. Mmh. Ça te ronge. Petit à petit, ça te ronge, Et ça se matérialise comment ça? ça te ronge, ça te rend C'est-à-dire? mauvais, quoi. Ça te Ouais, rend mauvais avec OK. toi, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Tu deviens méchant, Mmh. aigri, fébrile. Au début, c'est plus comme si tu conduisais pas alcoolisé, fatigué au volant. Et du coup, bah, tu ce moment un peu comme ça, quoi. Et après, Et tu luttes. ton corps, il accepte ça. Donc il se dit: «Bon, c'est bon, il a passé l'étape dure, maintenant on va accepter cette privation de sommeil» et cette privation de sommeil, elle se matérialise vraiment en te rongeant l'esprit, quoi. C'est comme si tu te faisais, posséder par le mal, quoi. C'est vraiment tu deviens méchant un peu, tu changes de personnalité, quoi. OK. C'est pour ça que tu peux devenir schizophrène, en Et accumulant beaucoup de privation de sommeil sur, plusieurs qu'est-ce jours. que tu fais dans ce cas-là? Ah, c'est une bonne question, hein. Malheureusement, Tu arrives à l'identifier? Tu arrives c'est à te dire: compliqué, «Ah hein. là, je vois des signes de j'ai basculé», parce que Ah oui, tu le le sais, tu en as ce conscience. glissement, il est quand même assez progressif. Tu en as conscience, tu sais que tu passes du mauvais côté, mais c'est franchement, c'est pas facile. Tu peux pas enfin, il peut tout se passer dans ce moment-là, donc après, faut juste avoir un peu le contrôle de soi et surtout l'avoir déjà vécu avant si possible, pour pouvoir savoir comment dealer avec ça justement. Être capable de prendre des décisions comme, prendre des siestes et surtout ne pas prendre de décisions hâtives parce que sous la privation de sommeil et la fatigue, on prend des décisions beaucoup trop rapides, comme le fait, par exemple, de potentiellement abandonner ou tout foutre en l'air. Donc voilà, il faut essayer de garder le cap et se dire que c'est peut-être juste une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peut-être 2 mois dans une vie dans une vie je sais pas, il doit y avoir, je fais un calcul, mais il doit y avoir peut-être, je sais pas, peut-être 3 000 à 4 000 semaines, je pense. Donc, faut se dire que c'est juste, 4-5 semaines dans une vie. Donc, faut se dire que de toute manière, tu auras oublié dans quelques mois. Tu vois, moi, le GR10 maintenant, il y a plus rien à foutre, hein. OK. J'ai oublié, ça a pas Ouais. ça change ma vie d'un point de vue, pro et cetera, mais dans ma vie de tous les jours, je suis toujours le même, quoi. Ça a pas changé qui je suis, d'avoir fait cette aventure, donc c'est juste surtout ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que de toute manière, ça va pas changer grand-chose, hein. De toute façon, tu as choisi d'être là, donc te plains pas, quoi. C'est super important. Je pense que de se plaindre, c'est la pire des choses. Est-ce que tu as des techniques d'ancrage, pour, maintenir la lucidité? Enfin, je m'explique, j'imagine, et après peut-être qu'on rentrera dans un de tes moments qui a été plus dur, sur le GR10, mais j'imagine qu'il y a des moments où tu as envie de tout arrêter, tout abandonner. J'imagine qu'à un moment donné, tu t'es blessé aussi, et donc la question, objectivement se pose de se dire: «Ben, en fait, j'ai une cheville en vrac, ça peut devenir très grave si je m'arrête pas», et cetera. Enfin, comment tu arrives à avoir la lucidité de te dire prendre la bonne décision entre je continue ou je m'arrête, quand tu as plus forcément la vision objective, que tu as plus de sommeil, que tu vois, est-ce que tu as des techniques d'ancrage particulières ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'instinct Je fonctionne beaucoup à l'instinct, moi, Mmh. parce que ma personnalité a fait que c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct, au naturel et après, c'est compliqué à matérialiser ce genre de choses parce que tout se passe dans le cerveau, en fait. C'est souvent juste des voix, des mince, de l'autodiscussion que tu as avec toi-même, qui fait que tu reviens sur le chemin à chaque fois. Mais souvent, je dis aux gens: «Essayez pas de copier les techniques de certains, juste faites votre propre expérience». C'est que comme ça que tu apprends et qu'en faisant sa propre expérience et en se confrontant à la chose, c'est comme ça que tu vas trouver des astuces. C'est simple, si tu mets par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu mets un mec dans une cellule de prison et tu lui dis: «Vas-y, évade-toi». Tu lui donnes quelques outils, je sais pas, tu lui dis: «Évade-toi». Si le mec, par exemple, il a entendu
que dans un je sais pas, un mec un jour, il a entendu qu'il s'était évadé de prison avec une ficelle, par exemple, et qu'il trouve pas de ficelle. Comment il va faire? Il a passé sa vie à se dire: «Tiens, avec la ficelle», et au final, il va jamais réussir. Tandis que s'il se dit: «Tiens, bon, je vais creuser mon cerveau, essayer de tester des choses et tout». Donc je pense que c'est important comme ça. Bon, c'était une image aussi, mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, il faut voilà, je pourrais en donner des techniques, je pense qu'il y en a plein, mais je pense que la vraie technique, c'est surtout, comme tout le monde l'a fait, c'est de faire sa propre expérience, d'aller se confronter à la chose, et ensuite d'en ayant en confronté, et bah, on va trouver forcément des solutions pour s'en sortir. Après, attention, tu peux faire des petites expériences un peu avant le gros truc, comme moi j'ai fait. J'en ai fait plein des micro-expériences avant d'arriver sur le GR10, et c'est pour ça que j'avais toutes les clés. Je savais, moi j'avais ma boîte à outils, je savais comment sortir du piège que le GR10 me lançait. Comme par exemple, je sais pas, s'il y avait un orage, moi, j'avais déjà vécu des orages dans des expériences précédentes. Hop, boîte à outils, je me souviens, je le prends et je sais comment ça fonctionne. C'était quoi là, en l'occurrence, du coup? Pour l'orage, Ouais. foncer et pas paniquer. Courir vite. Non, mais courir, accélérer le rythme, bien entendu, Oui. et puis surtout, essayer de se mettre à l'abri, et puis foncer, ouais, parce que c'est la clé, hein, parce que quand tu veux être quand tu es dans un orage sur un col, tu les minutes, elles se comptent, donc faut se bouger. Mais du coup, voilà, je pense que faut voir ça comme une boîte à outils. Au début, tu vas avoir un marteau, tu as pas grand chose dans ta boîte à outils, hein, comme tout le monde, hein, et puis après, petit à petit, elle va s'additionner, et jusqu'au moment où tu as une boîte à outils monstrueuse et tu as peur de rien, tu es tranquille. Après, quand tu passes un orage, quoi qu'il arrive, même si tu as toute la boîte à outils que tu veux, tu vas forcément avoir un peu de peur. Le problème, c'est les gens quand la peur prenne le pas sur eux. Et il faut faire un peu l'inverse. Mmh. Il faut Tu vois, la peur, c'est comme un espèce d'une grande fumée qui vient vers toi. Soit tu la laisses venir vers toi et tu es complètement mort, ou alors, bah, tu souffles dessus et puis elle se barre, quoi. Et la peur, c'est ça, hein, En tout cas, ça résonne complètement ce que tu dis. Tu vois, moi, là, aujourd'hui, je suis en train de me reconvertir et de me lancer dans le coaching, plutôt au mindset et cetera, et c'est exactement comme ça que je vois ma progression en tant que coach. Tu vois, je considère que le coaching comme pour une course, bah, potentiellement, tu as un cadre, tu as un itinéraire, tu as, voilà, une manière d'enchaîner tes séances de coaching pour que ce soit cohérent pour la personne qui est coachée. Après, ce que tu vas utiliser à l'intérieur du coaching pour faire avancer la personne, bah, ça va être des outils, tu vois? Tu vas utiliser de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, du reframing mental et cetera, et en fait, plus tu avances en tant que coach, de la même manière que ce que tu as dit, plus tu enrichis ta boîte à outils, et plus en fonction des situations, bah, tu as un couteau suisse, ultra développé que tu vas pouvoir adapter. Mais, bah, au début, tu commences avec le marteau, tu as une situation, bah, peut-être qu'il faut juste tendre une corde avec le marteau au lieu de planter un coup, bah, tu vas quand même faire ça. C'est pas hyper adapté, mais ça marche quand même, Totalement, et ensuite tu continues de totalement. ça, quoi. Je suis totalement d'accord. OK, OK, c'est hyper intéressant. Est-ce que, tu peux, peut-être nous décrire ou nous raconter, alors allez, peut-être ton pire moment d'abord, sur le GR10, puis après on parlera du meilleur. Pire moment sur le GR10, on a eu plein, donc c'est compliqué. Heu, ouais, je dirais, c'était un peu tous les jours. Ouais. J'ai pas eu trop de pires moments, ils avaient tous à peu près le même degré de souffrance et de difficulté, hormis les 2 derniers jours et 2 premiers jours, j'étais constamment dans un moment de souffrance, et Ça se matérialise comment ça? ça, Ouais. tu pleures, tu as pas envie d'être là, ça t'énerve, tu sais pas pourquoi tu es là, tu as envie de tout foutre en l'air. C'est assez simple, hein, ton esprit se fait ronger comme je t'avais dit, donc à partir de là, tu contrôles plus tes émotions. Tu as plus le contrôle sur tes émotions, donc tu te mets à pleurer pour rien, tu te mets à péter les plombs, quoi. Ouais, tu Donc hurles un peu dans la nature. ouais, 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 beh, clairement, hein, tu C'est deviens bien, enfin, fou. en général. Tu deviens fou, hein, c'est le mot, hein. Tu entends des voix, ces hallucinations, tu deviens fêlé, quoi. Ouais. Ça te détruit l'esprit, donc après, il faut se dire, comme je disais, que c'est passager, mais des moments difficiles, j'en ai eu plein, hein. Juste de tout foutre en l'air, c'était au moins une fois par jour, hein, ça c'est OK, certain. OK. Donc ouais. Et qu'est-ce qui te fait tenir? Moi j'ai préparé ce projet toute ma vie, ça faisait depuis janvier, il y avait aucun moyen que j'abandonne. Ça existait pas dans ma tête. J'avais envie, mais c'est une différence entre envie et faire Ouais. passer le pas. J'étais en mode: «Je vais abandonner», mais jamais de la vie. Tu listes un peu parce que du coup, tu disais, tu as l'attachement émotionnel avec le circuit tout à l'heure, tu as ce côté, bah, j'ai passé beaucoup de temps à le préparer. Enfin, est-ce que du coup, tu arrives à réinjecter des éléments dans ton discours mental? Parce que je veux dire, quand tu as la petite voix qui commence à te dire, mais en fait, pourquoi tu es là, ça sert à rien, tu es nul, tu En vois? fait, j'ai même pas, j'ai plus ces discours-là Ah, de me dire, OK, c'est et tout. Ça, c'était quand j'étais plus jeune et ouais, un peu plus immature. Maintenant, je suis en mode: «En fait, mec, tu es adulte, tu es là, enfin, tu as vécu, tu es venu sur cette aventure, tu t'es préparé.
commence pas à faire le gamin, à essayer de te morfondre sur ton sort. Tu as le droit de pleurer parce que tu as mal, tu en as marre, tu es fatigué et tout, ça a rien à voir. Mais par contre, juste, être sur ton caillou et te dire: «Tu es une grosse merde» et cetera, ça sert à rien parce que Mmh. ça va juste te faire, baisser les trucs. Non, il faut, voilà, se foutre sur le caillou, se dire: «Bon, là, ça me casse les reins ce truc de ce sentier de con, quoi», faut se le dire. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là? Bah, écoute, j'appelle quelqu'un, je me fais une sieste de 3 minutes pour, repartir, je soigne un peu les bobos. Il faut, voilà, il faut toujours Mmh. s'apaiser l'esprit, revenir à soi-même. Donc tu t'écartes, mais il faut revenir. Donc il y a toujours plein de choses pour, revenir à soi-même, hein. Comme disaient les proches, la bouffe, une ville qui va arriver dans pas longtemps, Mmh. de la musique, une sieste, raccourcir sa journée peut-être, tu vois? Se trouver des choses pour Mmh. sortir, mais revenir à soi-même. Parce que des fois l'esprit il sort et il revient. Ouais. Mais pour ça, il Tu faut utilises un peu de visualisation, de respiration, des choses comme ça? Ou pas forcément? pas trop, ouais. Visualisation beaucoup, mais ça je le fais plutôt au quotidien. Parce Mmh. quand je suis en fait, quand je suis dans un projet, normalement, tu es en mode robot. Tu es un comme dit un de mes potes, tu es censé être un clébard. Mmh. Donc tu regardes tes bâtons, tu regardes tes pieds et tu avances, tu avances, tu avances, tu avances et limite ton cerveau il a switché, quoi. Il est en mode, c'est un tu es devenu un autre homme, quoi. Parce qu'en fait, tu t'es préparé comme un animal pendant 6 mois pour ce moment. Donc il faut que tu sois, capable de s de déco de surtout pas, en fait, c'est comme si tu vas avoir plein de mauvais esprits qui vont vouloir rentrer dans ta tête et il faut pas qu'ils rentrent, quoi. Parce qu'ils limite, ils aient peur de toi. Ils se disent: «Putain, attends, le mec, il est beaucoup trop motivé pour que j'aille le déstabiliser, quoi». En fait, le mec, il est assez tellement solide que même les mauvais esprits, les mauvaises, ondes, elles ont pas envie de venir avec toi-même parce qu'elles se disent: «OK, je vais ressortir direct». Donc c'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut avoir, c'est de se dire: «Voilà, je laisse rien passer». Il faut aussi être, humain, donc forcément ça arrive, hein, de pleurer. Moi, je l'assume Ouais. totalement. Mais il faut pas se laisser emporter par tout ça. Ouais. C'est important. Pas paniquer. Ouais. Ouais, ça résonne à nouveau ce que tu dis, parce que là, moi, je suis un plutôt d'un passé tennis en compétition, et en ce moment, je me remets à la compétition au tennis, et donc je suis loin du niveau que j'avais quand j'étais jeune, qui était plutôt un bon niveau, tu vois? Et j'ai fait un énorme effort mental pendant mes matchs pour justement me connecter au présent et à pas être dans la projection du score, du prochain point, et cetera. Je joue mon «meilleur tennis» entre guillemets quand j'arrive à être complètement dans l'instant, dans le geste, tu vois? Dans, le lancer de balle, et cetera. Et mais il y a un moment donné où je le fais bien, et puis je vais décrocher, je vais sortir, tu vois? Il va y avoir une fissure dans le schéma mental, et puis progressivement je vais lâcher, et ça va être très dur pour moi de revenir, tu vois? Donc ouais, j'ai l'impression, et c'est ce que disait, Djokovic en interview, que j'aime beaucoup, où il disait: «La capacité, la force mentale et la résilience, c'est justement à quel point tu arrives à réduire le temps, tu vois, entre, ton plein focus mental, le moment où tu vas décrocher parce que c'est normal, et en fait, on est humain, et ça nous arrive tous, mais à quel point tu arrives à revenir vite dans un état où tu es reconcentré, tu arrives à ce que tu disais, évincer, tout le reste et continuer à mettre le prochain pas devant, quoi». Totalement d'accord. Donc ton meilleur moment? Nickel. Alors meilleur moment, meilleur moment, je dirais que c'était, bah, il y a eu l'arrivée déjà. C'était quand même ouf, de se dire que tu arrives après avoir fait tout ça. Puis il y avait tous tes proches qui t'attendaient sur la ligne d'arrivée, et cetera, ça c'est Ouais, génial. c'était cool et puis après, ouais, les levées de soleil, les couchers de soleil, Qu'est-ce que tu te dis quand tu les arrives? Pyrénées. Moi, pas grand-chose, hein, Ouais. je Dévoilé t'avoue. d'émotions ou? Ouais, j'étais émotif, mais j'étais en mode, je réalisais pas trop, en fait. Je réalisais pas trop ce que j'avais fait. Je venais de le faire, mais pour moi, ça avait de l'importance, mais je m'étais tellement préparé pour ça que dans ma tête, c'était limite quelque chose que j'étais obligé de Mmh. pouvoir faire. Tu vois ce que je veux dire? C'était normal, voilà. C'était quelque chose de Au bout norm de ton je projet. devais le faire, quoi. Donc pour moi, j'étais pas impressionné et j'étais pas du tout surpris, quoi. J'étais en mode: «Ouais, je l'ai fait et on va aller dormir et puis on va aller manger et demain, ça sera une nouvelle journée, quoi». Donc c'était plutôt ça la manière dont j'avais les choses. Tandis que sur le PCT, sur le Pacific Crest Trail, aux États-Unis, j'étais vraiment, en enfant sanglot parce que je venais de faire, un truc enfin, pour moi qui était le rêve de toute ma vie, traverser ce pays, donc c'était juste dingue, quoi. Donc là, par contre, j'avais vraiment des grosses émotions. J'ai dit j'avais des émotions, mais j'avais eu le temps de faire le deuil avant, OK. par rapport à la réussite et tout, donc C'était plus intense pour toi le Pacific Crest Trail en tant que ouais, là, en termes d'émotions et tout, pas photo, ouais, parce que j'ai vécu tellement de moments sympas. Enfin, j'avais que des belles journées quasiment sur PCT. Tandis que sur,
mince, sur le GRD, j'avais pas que des belles journées. J'étais quasiment que des mauvaises journées. Donc, tu fais le choix est vite fait entre quelque chose de beau et de mauvais, OK, tu choisis toujours le bon. OK. Tu déjà eu peur, très peur, un moment qui t'a marqué? Ouais, sur le GRD, soit, bah, l'orage déjà, ça m'a quand même fait flipper, et puis après, c'était plus la peur de pas réussir des fois, de se dire: «Bon, on est loin du truc, quoi». Donc c'était plus ça, ouais. Et Tu vois, puis tu après la peur. rencontrais des animaux un peu, des trucs Bah, on est en France, donc c'est relativement cool, à part des loups, trucs patous, comme ça? En Pyrénées, il y a des loups un peu, non? Non? non, plus dans les Alpes, je crois. Les Alpes, c'est les Alpes, c'est les loups et les Pyrénées, c'est les ours. OK. Mais j'avais pas peur de ça. J'avais vécu les États-Unis avant, donc Ouais. les serpents, les ours, les cougars et tout, je savais ce que c'était, donc j'avais aucune peur de ça. Tu parlais tout à l'heure des hallucinations. Tu as eu des trucs de fou, par rapport à ça? Ou Ouais, 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 ouais. ça se manifeste comment? Sur GR10, bah, t'entends des bah, moi, j'entends beaucoup de voix souvent. Tu vois des formes, des choses qui bougent. Par exemple, sur le GR10, je sais pas si tu déjà vu le film Once Upon a Time in Hollywood? Mais en gros, c'est une allégorie, du meurtre de, Sharon Tate, par Marilyn Manson et un groupe de fanatiques avec des hippies et OK. tout, et je voyais ces filles, qui avaient tué justement Sharon Tate, courir dans les bois et Waouh! crier et rigoler et tout. Donc ouais, tu vois des Et trucs, très, très limpide, enfin ouais, ouais, elles sont là, quoi. waouh! Ah, c'est dingue. Dingue. Ah, ton cerveau, OK, ouais, donc là, ton cerveau, il joue des tours, ouais. tu te dis que ce que tu vois n'est pas vrai? Je sais que c'est pas vrai, Parce que là, la mais le frontière est cerveau, il fine, je veux dire, quand tu es c'est ça qui est hypersensible, fou, c'est ça qui est fou, c'est que le cerveau moi, je savais que c'était pas vrai, mais ça fait quand même flipper, ouais. Parce waouh, que tu sais que tu es là et tu as juste des ombres, des esprits qui sont là autour de toi. Enfin, c'est fou, c'est la vie est folle, ouais. C'est très dur. C'est OK, très, très dur de dealer avec ça, mais ouais, c'est des voix, c'est des voix dans ta tête aussi. Enfin, c'est pas facile, ouais. Les ouais. hallucinations, c'est un vrai truc. Ça peut te mettre en danger aussi peut-être, je sais pas, tu vois, La frontière avec le réel, elle est quand même assez fine dans le sens où tu vois quand même que mmh, enfin, ça va pas être une voix qui va te dire: «Tiens, va tuer quelqu'un», tu vois? Enfin, là, ça s'appelle du psychopathe, c'est pas des hallucinations. Ça va être plutôt juste des choses qui se transforment, c'est comme si tu avais pris des champignons, hein, pour ceux qui en ont déjà pris. C'est la même chose, c'est comme si les formes bougent, c'est comme si tu avais pris une drogue de synthétique, quoi, donc ouais, de synthèse, c'est la OK. même chose. Hem, J'ai jamais pris de drogue d'ailleurs, mmh, je tiens à répéter quand heu, vis-à-vis de ta quête personnelle, donc ce côté, tu vois, tu vises cette course, hem, comment tes défis, au fur et à mesure, ils ont modifié ta version, tu vois, ton objectif initial, ta quête globale, c'était quoi cette progression au fur et à mesure, course après course? alors, J'ai l'impression que la manière dont tu en parles, c'est très: «Bon, bah, c'est une étape de plus et je me rapproche» entre guillemets, mais est-ce que tu as eu des tu vois, des trucs qui sont un peu plus transformants dans ta manière de voir les choses après? oh de toute façon, le seul gros projet enfin, le projet qui a vraiment transformé ma vie, c'est le PCT parce que j'ai vécu des rencontres, j'ai vécu 65 jours tout seul, dans des conditions totalement différentes. J'ai été dans la solitude extrême, que là, forcément, tu es plus jamais le même après ça, tu peux pas être le même. Donc après, mon objectif, il changera jamais, ce sera toujours la Barclay. Mais après, c'est pas parce que j'ai la Barclay que je peux pas, faire d'autres aventures, être pleinement inscrit dans une aventure et en faire un objectif, principal. Mmh. Par exemple, le PCT, ça a autant de valeur pour moi que la Barclay. Donc voilà, donc c'est juste que la Barclay, ça reste l'objectif final, mais ça c'est un peu moins matériel, enfin, c'est peu moins ça c'est devenu pas je dirais pas moins important dans ma vie, mais ça a pris moins de place dans ma vie parce que j'ai toujours été obsédé par ça, mais aujourd'hui, c'est voilà, c'est sur le côté, c'est là, présent, mais voilà, alors qu'avant, c'est toujours Barclay, Barclay, Barclay. Aujourd'hui, j'ai plein d'autres objectifs super sympas et pour lesquels je vais mettre autant de place que la Barclay, quoi. Il y a quoi derrière l'objectif? Tu vois? Est-ce que ton j'ai lu un livre là récemment qui s'appelle, «Tu fais la différence entre les jeux finis et les jeux infinis». Tu vois? Le jeu fini, c'est un peu ce que tu disais, tu es en mode, jeu vidéo, mais faut vaincre le boss final, donc tout ce que tu fais, c'est pour acquérir de l'expérience et puis un jour finir le jeu, tu vois? Par exemple, un match de tennis, c'est un jeu fini, tu vois? Tu dois gagner des points, des jeux, tu dois battre ton adversaire et à la fin, bah, tu as gagné le match. Versus un jeu infini, par exemple, la vie, c'est un jeu infini, tu vois? C'est en gros, il faut jouer le plus longtemps possible. Tu es plutôt en mode, optimiser tes ressources, faire de la collaboration pour jouer à ton jeu infini, tu vois?
Heu, c'est quoi ta vision de ça, toi? C'est quoi ton jeu infini, tu vois? Est-ce que c'est juste le trail, c'est un jeu infini, tu vois, de faire, le plus de trail possible et de continuer à courir, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ah, c'est une question très intéressante. Je dirais que moi, j'ai en fait, j'ai cette vision de vraiment dire j'ai des quêtes et la Barclay, c'est sûr qu'il y aura si j'y arrive un jour, il y aura forcément un après ça. C'est-à-dire que peut-être que j'arrêterai le sport, le trail. OK. Ah ouais, carrément. Ouais, peut-être parce que c'est tellement quelque chose de puissant. Pour moi, j'aurais fini mon jeu vidéo, donc après, est-ce que je fermerai le jeu et j'ouvrirai un autre jeu vers un autre sport? Enfin, comme j'ai fait avec le MMA ou la musculation, enfin, quand j'ai fait la musculation, une fois que j'avais atteint certaines perfs, tu vois, j'avais mes objectifs de perf, certain nombre de tractions, barreau développé couché. Bon après hop, fini le livre et après j'en fais un peu tous les jours. Le MMA c'est pareil, j'avais quelques objectifs. Je suis pas allé non plus tout au bout, peut-être que je continuerai. Donc voilà, donc je pense que c'est comme ça que je fonctionne, un peu voilà, j'ai un jeu et je le finis OK. et là le trail, je sais que j'ai encore d'autres missions très importantes à finir comme, Ouais. le Peace City, revenir, traverser l'Espagne, le John Muir Trail, la Barclay. Sauf que ça va prendre peut-être encore 5 6 ans, donc j'ai encore 5 6 ans devant moi. Après, j'aurai peut-être des enfants, une vie de famille. Mmh. Je pourrais pas mettre là, j'en profite parce que je suis jeune surtout et c'est pour moi hyper important. Pas être en Mais mode obsessionnel que ça et mais voilà, mais mon but pour moi, c'est de marquer mon empreinte sur terre, pas parce que j'ai envie de montrer aux autres et tout, c'est plutôt par rapport à moi-même. Me dire: «J'ai marqué ma propre empreinte sur certaines choses». Tu vois, là, j'ai fait le GR10, j'ai marqué mon empreinte dessus. J'ai on pourra pas me l'enlever, on pourra jamais me l'enlever. C'est Antoine Clément, qui a le record sans assistance, donc c'est indéniable et quelqu'un me battra et cetera, mais j'ai mis mon empreinte là-dessus. City, c'est pareil, j'ai mis mon empreinte là-dessus et c'est pour moi hyper important pour moi de me dire: «J'ai laissé quelque chose dans la je vie, vois ce quoi». que tu veux dire. Je suis Faut pas faire mort le pain à la bouche. si je meurs, je suis pas mort comme le soldat inconnu, quoi, tu vois? Ouais. Donc c'est pour moi super important et après voilà, c'est une succession de quêtes pour moi. Je vois ça comme un jeu vidéo. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Comme un mercenaire un peu qui fait sa mission. J'ai une autre ref, qui est intéressante, c'est peut-être, qui te donnera, un peu de grain à moudre, mais c'est La deuxième montagne de David Brooks. Je sais pas si tu connais ce livre? En gros, David Brooks, c'est un mec qui a un peu craqué le game justement du statut, de l'argent, de la reconnaissance et cetera et en fait, qui, une fois qu'il s'est retrouvé en haut de cette montagne-là, bah, s'est rendu compte qu'il était quand même assez malheureux, qu'il avait une vie qui lui correspondait pas et cetera. Et donc là, toute la thèse du livre, c'est de dire que tu as une première montagne qui est globalement argent, statut, reconnaissance et cetera des autres. Et puis une fois que tu as fait ça, bah, derrière, tu as une autre montagne qui est plus difficile à gravir, où c'est plutôt les relations d'interdépendance qui comptent, ce que tu peux avoir avec les autres. Là où le premier jeu, il est très individualiste, tu vois? Et en fait, c'est une cause qui te dépasse, tu vois? C'est l pourquoi tu vas te battre qui est plus grand que toi, tu vois? Globalement, alors que la première quête, elle est plutôt très centrée sur toi et cetera. Tu vois, ça me parle. J'ai l'impression que moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans un truc de très, j'essaie de faire un peu les 2, tu vois? Je joue quand même les jeux des réseaux sociaux, j'essaie de me faire connaître et cetera, mais j'essaie de faire des choses aussi qui ont du sens pour moi, d'aider les Toujours, gens sur un truc qui est plus grand. toujours. Moi, je fais jamais les choses pour les autres. Je Mmh. fais toujours tout pour moi et pour, ceux qui m'accompagnent. Mais les gens que je connais pas, j'en ai rien à faire. Je ferai jamais un projet pour quelqu'un. Ce sera toujours parce que moi, j'ai une relation avec cette chose-là et je changerai pas la manière de Ouais. les faire parce que c'est comme ça que je fonctionne Ouais, et mais par après, contre, en by-product de ça, finalement, tu le fais parce que tu inspires plein de gens par tes parcours, ouais, oui, mais après tu pas après c'est cool ouais. aussi, Ouais, ouais. c'est de l'inspiration et puis on est des humains, on a besoin de reconnaissance, c'est comme ça. Tu une grosse hygiène de vie, j'imagine, hyper, carrée? Ça Heu, c'est stable dans le temps ou sur la nutrition, c'est stable, ouais, toujours le même petit déj depuis l'âge de 18 ans, 6 OK. œufs, 6 œufs, 6 œufs, ouais, OK. ça veut jamais bouger. Ensuite, je garde toujours des séances de muscu, dans la semaine, donc 2-3 dans la semaine du haut du corps et quelques-unes sur le bas du corps et après sur la nutrition, ouais, je mange bien, Ouais, protéiné, je fais attention quand même à ce que j'achète et tout. Hyper important, je fais assez peu d'écart, hormis en vacances. OK. Je bois quasiment pas d'alcool. Ouais, Je me mets très, très, très rarement dans l'année, dans des états pas possibles. Ça doit m'arriver peut-être, 1 fois d'être bourré dans l'année, OK. et encore, j'ai toujours le contrôle, quoi. Ouais, Donc oui, je fume pas, je supporte pas ça. Donc ça, c'est par rapport à la nutrition, un peu l'hygiène de vie
Le seul point que je peux améliorer et que j'aurais toujours, je pense qu'il faudrait que j'ai l'améliore, c'est le sommeil. Parce que je travaille des fois tard, Mmh. parce que des fois je parle, enfin bref, j'ai toujours des trucs un peu donc ça, c'est le sommeil, c'est le seul point vraiment sur lequel je dois vraiment pencher et après vie sportive, là-dessus, c'est indéniable, je fais du sport tous les jours, quoi qu'il arrive et comme je suis de nature hyperactive, si j'en fais pas, Mmh. c'est quelque chose de ça peut être vraiment, mince, très compliqué Ouais. à vivre pour les autres. Faut le vivre au quotidien. Mon coloc pourrait t'en parler, mais quand j'ai pas fait de sport, ça peut être terrible. Même ma copine et tout, je suis là, enfin, j'ai toujours envie de faire des trucs et tout. Donc c'est super important que j'en fasse. C'est plus enfin, moi, c'est même pas une question de, tu sais, de dire: «Fais du sport parce que ça Ouais. m'apporte ça». Ouais, C'est c'est moi, plutôt c'est un besoin vital. ouais. C'est-à-dire que si j'en fais pas, Je comprends tout à fait ça, ouais, je suis c'est d'accord avec toi, vraiment ouais. c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire je peux devenir zinzin, quoi, je peux devenir aigri, méchant et tout. Mmh. Comme ça que j'ai besoin de ça. C'est vraiment besoin donc comme, le besoin de nourriture, moi, c'est le fait de faire du sport. Ça Ouais. peut être muscu, ça peut être courir, ça peut être tout, mais il faut que je fasse une activité physique, Ouais. et que je me défoule, quoi. Donc Ouais. ça et puis voilà, ouais, donc je pense que c'est important d'avoir une bonne hygiène, hein. C'est super enfin, moi, je pense que c'est la clé, ça porte une discipline de vie, tu fais Ouais. qu'un avec ton corps, tu contrôles ce qui va dans ton corps. Mmh. Parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Oui, moi, je mange de la merde, mais je fais toujours les mêmes perfs et tout». Ouais, mais peut-être que tu pourrais peut-être mieux Ouais. optimiser, peut-être que tu pourrais faire encore mieux, tu Mmh. vois? Et puis il y a ce côté, Le ouais, sport, ouais. c'est pas que avoir un beau corps. Ouais, bien sûr. Bah, C'est c'est pour moi, je excuse-moi du terme, mais c'est si la tu penses que le sport, c'est juste avoir un beau corps, tu es un tocard, tu vois? ouais, Enfin, moi, c'est ma vision des choses, mais pour moi, le sport, c'est être athlétique, c'est savoir courir, vite, courir longtemps, être vivre capable de nager. longtemps, en bonne santé. Ouais, être capable d'être performant, quoi, dans plein de disciplines possibles, mais juste avoir un beau corps, ça sert à que dalle, hein. Ça me parle complètement ce que tu dis, tu vois? Moi, je considère que le sport, je dis souvent que c'est la pierre angulaire de ma vie. C'est-à-dire que c'est le truc qui tient tout le reste et si je l'enlève, bah, en fait, tout va commencer à partir un peu en vrille, tu vois? Ouais, Moins de ça, c'est santé exactement ça, ouais. mentale, moins de C'est super important, ouais. donc ouais et après le sport, en effet, bon, après moi, tu vois, je plaide coupable. Je pense que j'ai commencé la muscu plutôt pour changer mon corps. Ouais, bah, c'est Mais normal. assez vite, C'est logique ça, ouais, au bout d'1 an c'est et demi, logique. 2 ans, quand j'ai commencé à L'important, c'est que m'alourdir, pas que ça soit pérenne, ouais, pas que j'ai ça soit quelque chose de pérenne. j'ai commencé à me dire que, en fait, je voulais un corps qui soit fonctionnel. Je trouve que c'est ça que le sport doit t'apporter, c'est en fait de pouvoir faire tout ce que tu veux de ta vie, de pas être limité par ton corps, en fait. Bah, moi, j'ai fait du MMA, donc c'est simple, tu prends, 5 go muscu dans une salle, tu les mets dans une cage de MMA et Ouais. tu vois si les muscles ils servent, hein et tu vois vite que les muscles ils servent à rien au bout de 5 minutes de round. Enfin, en fait, ça va leur servir pendant quelques minutes, mais en fait, le truc, c'est que, pour avoir fait de la physiologie et de l'anatomie et cetera, travailler les fibres que tu travailles quand tu fais de la musculation, elles se reconnaissent dans aucun sport. Hormis si tu fais du travail de force ou alors du travail d'endurance. Mais si tu fais des 12 reps, du travail de muscu classique avec des machines, des poulies et tout, les muscles ils sont pas fonctionnels, ils servent à rien. Peut-être que tu vas pouvoir tenir dans une position un peu en force, en lutte, mais sinon au bout d'un moment tes muscles ils vont s'épuiser en boxe. Pareil en course à pied, tes jambes, c'est des jambons, tu vas pas les se déplacer loin. La natation c'est pareil, donc en fait, musculation oui, mais il faut la repenser intelligemment. Tu Ouais, peux très bien avoir un corps de herculesque, à la dieu grec, tout en conservant des qualités athlétiques. Comme, tu fais du travail de force avec des barres lourdes, tu fais du travail d'explosivité, tu peux faire des WOD, il y a pas d'excuse, mais ne fais pas arrêtez les 12 reps, les 10 reps, les 8 reps, les trucs que tu fais classiques à la salle. ouais, C'est bien quand tu as envie de regonfler un peu, reprendre un peu de enfin, mais sinon, ouais, inutile. ouais. Hem, tu créé une course, Ouais, la Trace Fantôme. la trace Tu peux fantôme, ouais. nous en dire un peu plus? C'est secret normalement, mais Ah, bah, je peux te dire un peu. trouvé, en open source sur internet donc Ah, c'est compliqué OK. de trouver des Ah, infos. Hormis sur LinkedIn, il y a 2-3 articles, OK, OK. mais Ouais. j'ai cut un peu les Pas obligé d'en parler, hein, si ça non, si, si, la Trace Fantôme, c'est un hommage à la Barclay que j'ai créée. OK. C'est, une mini Barclay sur 80 bornes à peu près et ça se passe dans le Pays de la Loire et c'est une course, très, 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 très effroyable et très compliquée. OK. Il y a que Plus difficile que la Barclay? non, mais plus difficile qu'une boucle de la Barclay, que 2 boucles de la Barclay, parce que ça fait à peu près 2 boucles Ouais, OK. et donc beaucoup plus difficile que 2 boucles, ouais. Tu l'as faite toi déjà? Non, parce Heu, que je l'organise. organisée? Ouais, OK. Je l'organise donc non, Tu l'as pas je la ferai jamais. dire, Je la ferai jamais. OK. Parce que c'est stylé de dire, ouais, je fais faire aux autres, mais je la fais pas moi. Ouais. Donc ouais, c'est très, très compliqué parce que c'est pareil, il y a des livres à chercher Mmh. et le terrain est très, très compliqué. Donc pas grand monde qui y réussissent. D'ailleurs, il y a personne qui a réussi encore OK. Elle tourne depuis combien de temps? 1 ou 2 ans? 1 an 1 an? OK. et il y a eu que, tu vois, en 5 heures de course, les meilleurs, ils ont fait 14 kilomètres en 5 heures. OK. Parce que c'est comme la Barclay, tu as des times, pour finir? J'ai cut off, ouais, j'ai des cut off, ouais.
OK. Donc ils ont pas réussi à aller loin, ouais. OK. Bah, après 5 heures, ils étaient hors course, quoi. OK. Donc c'est Waouh. pour te dire que la Alors, course est très, très compliquée. ça marche. Mais du coup, j'imagine que enfin, maintenant tu as développé un peu ton écosystème d'ultra trailer, tu dois être pote avec pas mal d'ultra Ouais, ouais, trailers. carrément. Ouais, bah, ouais, c'est Ces ça. gens-là qui testent ta course, quoi. Tu fais ton réseau après, c'est Mmh. cool. Si on passe, pour la fin, de ce podcast un peu en mode, coach Antoine, heu, quels conseils tu donnerais aux gens, pour développer un peu cette force mentale, cette résilience mentale? Est-ce que tu aurais des conseils en particulier, des techniques, tes 3 meilleurs conseils? Contactez-moi. Non, je rigole. Non, premièrement, je dirais, mettez-vous volontairement un peu dans l'inconfort. Mmh. Philosophie du dos au mur, comme, dirait mon pote, très important. Essayez de trouver des endroits dans votre vie où vous pouvez installer un peu d'inconfort. Votre douche le soir, le matin, se lever peut-être un peu plus tôt, regarder des choses motivationnelles, comme des films, de l'inspiration. Essayez de rebrain, comment dis-je pas? Reload votre cerveau, en fait. C'est de changer votre Reprogrammer, ouais. reprogrammer votre cerveau. C'est votre cerveau, il doit passer d'un cerveau, d'un mec lambda à un mec, peut-être obsédé, peut-être plus motivé et ne serait-ce que si c'est 1 de plus, c'est déjà ça. Donc hyper important. Ensuite, deuxième point, je dirais, ça c'est super important, c'est de pas regarder ce que font les autres. Dans un sens où ne pas se comparer, négativement de manière obsessionnelle. C'est-à-dire ne pas c'est pas parce que tu as des mecs qui ont fait des choses que faut être là, à se dire: «Ouais, faut que je fasse mieux» ou «Faut que je suis une merde». Bien au contraire, il faut se dire: «Cette personne-là a fait ça, c'est génial, elle l'a fait. Comment elle a fait?» Bam! Tu regardes comment elle a fait, tu t'informes, tu regardes son parcours et cetera, tu t'informes, hop, tu prends les infos, hop. Tu prends et tu gardes ça dans un coin de ta tête. Mais il faut pas être en mode: «OK, il a fait ça, putain, vite, vite, faut que je fasse mieux, faut que je fasse peut-être, putain, ça me met de la pression», tu vois? C'est super important donc la pression sociale, ça peut te tuer, ça tue beaucoup des gens. Donc ça, c'est super important. Et puis après, la troisième, je dirais, lancer doux, douce et rapide. Ça veut dire, en anglais, on dit slow is smooth, smooth is fast. C'est-à-dire, voilà, donc faut être, tranquille, petit à petit, crescendo dans sa vie de Construire le sportif, momentum, construire pas aller trop vite. brick back brick, comme on Ouais, dit en anglais. Et puis voilà, à un moment, la maison, elle va se construire et tu auras quelque chose de solide et puis après, tu seras tranquille. ouais. Donc ça, c'est hyper important et puis la bonus, c'est, maître Yoda qui dit ça, c'est: «Do it or don't do it, there is no try». Donc c'est soit tu fais pas, mais il y a pas d'essai. Donc c'est super important. OK, j'adore. Hem, je parle un peu dans ce podcast de, tu vois, comment le monde change, notamment on parle un peu d'IA aussi parce qu'il y a beaucoup, tu vois, j'avais, Marie Guémard qui est coach en écriture dans un des premiers épisodes et forcément l'IA impacte beaucoup l'écriture et cetera. Est-ce que l'IA impacte, le trail, le monde du trail, la façon dont tu te prépares, Pour l'instant, non. non? Il y a des plateformes de coaching qui arrivent et cetera sur le marché, qui sont déjà arrivées. Le problème, c'est qu'elles sont pas assez perfectibles, je trouve, par rapport au monde, dans lequel on vit, dans le trail. Elles s'adaptent pas assez aux coureurs, aux contraintes et cetera et c'est la raison pour laquelle, avec, Trail Running Lab, ce que j'ai créé, on essaye de créer une plateforme qui va pouvoir s'adapter à toutes ces contraintes. Mais l'IA a pas encore pris le créneau du trail, ça c'est certain. Mmh. Certains pourront te dire oui, mais moi je te dis non, c'est certain. Quand tu vois ce qui se fait déjà aujourd'hui sur le monde du trail, dans les plateformes, c'est pas foufou. Donc je pense que c'est voilà, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, quelques plateformes ont pris un peu le créneau, mais leur dominante reste la route. Quand tu parles de Heu, plateforme, tu parles de quoi? C'est des des plateformes de coaching de de coaching? coaching, ouais, OK, je vais ouais. pas citer les noms, mais en gros, ouais, ça fonctionne comme ça et après, après voilà, mais l'IA non, en tant que telle aujourd'hui dans le monde du trail, il y a encore plein de choses à faire et c'est la raison pour laquelle, il y a des milliers de projets, des centaines de projets à faire dans le monde du trail, justement en se basant sur l'IA et c'est ça qui est beau. Est-ce que tu as, enfin aujourd'hui tu es coach, donc tu accompagnes des athlètes, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu les coaches sur quoi? Alors, en fait, viennent me voir avec des objectifs souvent Ouais, et puis je les coach par rapport à cet objectif, donc je leur fais leur plutôt programmation. sportif du coup? Ouais, sportif, mental aussi un peu, OK. je leur apporte les clés pour, réussir et être le plus performant possible le jour J et puis qu'ils soient capables de mieux comprendre leur discipline et le sport dans lequel ils sont. OK. OK, ça marche. Tout sport confondu? Non, muscu, OK. course à pied, hybride. Je prépare des athlètes,
qui préparent des longues traversées, comme des gens qui préparent des marathons, comme des gens qui préparent des grandes courses, comme des gens qui préparent les forces spéciales, de tout. Mais j'aime bien que les gens viennent me voir avec des projets qui sont plutôt moins définis, avec des rêves et cetera. Je trouve que c'est important. OK, OK. Ouais, tu as une persona type, on va dire? Il y a des gens que tu préfères accompagner, plutôt des gens qui ont des ambitions assez Non, j'ai pas de tout. J'ai des tout ce que je veux, c'est des gens motivés. Après, que le niveau, j'en ai rien à faire. Le plus important pour moi, c'est que quelqu'un vienne, super motivé. Ça, c'est pour moi, c'est ça ouais, la clé. C'est comme ça que je fais mes critères de sélection. OK, et tu es à peu près, 50 tes coachings aujourd'hui et 50 tu fais ton trail, tes courses, tes entraînements et cetera? Ouais, c'est ça. OK, Exactement, à peu près, ouais, bah, heu, le coaching, ça me prend du temps parce que plus il y a d'athlètes, plus ça me prend du temps. Mais, après l'entraînement, ça va dépendre de la période. Là, en ce moment, je m'entraîne quasi pas parce que je suis en coupure. Mais sinon, ouais, de octobre à juillet, souvent, c'est pleine bourre, je m'entraîne, 10-20 heures par semaine, OK, donc donc tu as ça une me prend. petite coupure estivale, Ouais, de je juillet? coupe souvent au mois d'août, moi. Au Combien mois de de temps? septembre, un mois souvent. OK, Je cours assez peu. OK. Partir en vacances un peu? Ouais, ouais, je suis parti pas mal en vacances, ouais. Au mois d'août, en général, je fais que ça, hein. Je suis en vadrouille, mais je garde quand même un pied dans le taf, tu vois? Je garde un pied dans le bain quand même pour avoir un œil sur ce qui se passe, mais voilà, je suis moins actif, quoi, dans le boulot, c'est certain. OK. Est-ce que tu lis un peu ou pas? J'ai beaucoup lu, Ouais, mais j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. OK, Mais j'ai lu, ouais, j'ai lu, philosophie, pas mal de choses OK. comme ça, ouais. Tu as une reco, d'un livre ou d'un documentaire? Tu disais que tu regardais pas mal de fiction aussi, des trucs qui Alors, t'ont pas mal marqué? en livre, je dirais un livre qui est pas mal, il s'appelle How to Win Friends de Dale Carnegie. Ouais, C'est un super livre pour, apprendre à utiliser les relations sociales à son avantage. Ça, c'est un livre que je dirais. Après, il y a un livre ça faut quand même avoir, lu quelques livres avant. C'est Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche aussi. Donc c'est un livre de philosophie, qui remet en qui parle notamment qui parle de la philosophie du surhomme et cetera, donc c'est super intéressant. Et après en film, bon, des films, j'en ai vu des à l'appel, donc je pourrais pas en citer, mais si un documentaire, de trail, il y en a pas mal qui sont intéressants. Pacing the Pacific, sur le Pacific Crest Trail qui est super bien. Where Dreams Go to Die de Gary Robbins sur la Barclay. OK, Ouais, il y en a pas mal. OK. Ouais. Bah, c'est bien ça, tout ça. Je mettrai ça en description de l'épisode, du coup. Non, c'est super important de s'inspirer justement Ouais, de lire, de se documenter et d'être curieux. ouais. Être curieux, c'est super important. Tu as des modèles, toi, de trailers qui t'ont inspiré comme ça à te lancer, Karel OK, Sabé, j'en parle beaucoup et j'adore le personnage. Hem Ouais, John Kelly aussi. Beaucoup de gens qui ont fini la Barclay ou qui ont eu un pied dans la Barclay. C'est souvent des gens qui ont des philosophies de vie et qui ont des philosophies très ouais, intéressantes. ouais, Donc OK. heu, donc ouais, un peu moins le roster classique, je suis pas un peu moins fan, Mmh. mais tout ce qui se touche de près ou de loin la Barclay, j'affectionne tout Et particulièrement. tu as envie de faire le tour, de trail et les UTMB et compagnie, toi, ou c'est Ouais, je ferai forcément quand j'aurai, fait toutes mes aventures, mais pour l'instant priorité à encore mes des aventures, aventures? ouais, 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 pour l'instant priorité à mes aventures. OK. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce Heu qu'on te retrouve, donc plutôt nous, on s'est connus, enfin, je t'ai écrit via LinkedIn. Tu es sur Insta aussi? Tu as d'autres choses? Je poste régulièrement sur LinkedIn, effectivement, Antoine Clément, et je poste beaucoup sur Instagram, Antoine CLMTT, et puis c'est mes 2 réseaux, phares, que Ouais. j'utilise au quotidien. Tu publies autant sur LinkedIn que sur Non, non, Instagram? non, Tu es à fond non. sur LinkedIn? Instagram, ça va être des stories, ou quelques publications, ou les publications sur Instagram, elles sont très, je mets beaucoup de temps à les écrire souvent. Ouais, LinkedIn, ça va être tous les jours, mais j'apporte pas mal de choses, des clés, ouais. j'aborde en surface en tout cas, pas mal de points dans le monde du trail ou dans le monde de l'entrepreneuriat et cetera, donc OK. c'est cool. Et c'est quoi ton objectif avec les réseaux? C'est, partager ce que tu fais, te tu Ouais, inspirer des gens et partager mon aventure et avoir un espèce de journal de bord, sur ce que j'ai pu faire, ouais, et je trouve ça cool de pouvoir, se remettre dedans plus quelques années plus tard et se dire: «Tiens, j'ai fait ci, ouais, je ressemblais à ça à ce ouais, moment-là et tout». ouais, Donc c'est cool. ouais. Tu partagerais une aventure au quotidien, sur les réseaux et cetera, Ouais, j'ai déjà fait. ouais, tu as déjà fait? Si, je faisais ça, je partageais tout OK, ce que je faisais tous les jours, J'ai c'est un peu moins, j'étais un peu plus concentré sur le record, mais ouais, ouais, OK, carrément, j'adore ça. OK, trop bien. Tu voulais parler d'autre chose ou pas? Non, 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 écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de choses là, ouais, donc non, cool. c'était top, et Bah, bien merci entendre encore ça. et ouais, trop bien. Bah, écoute, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre 5 étoiles ou à recommander, l'épisode à un ami.
Si vous avez des retours, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire soit directement, en dessous de l'épisode ou alors à me contacter par message sur mon LinkedIn Thomas Agaya. Les épisodes sortent tous les 15 jours, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours.